Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1115 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 décembre 2025. Cette émission vous est présentée cette semaine par MPB, la plateforme de référence pour trouver du matériel photo et vidéo d'occasion vérifié et garanti. Acheter mieux, c'est aussi créer en confiance. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Mathieu Forget pour cette grande discussion au coin du feu. Alors, on va commencer par revenir sur ton grand projet autour des Jeux Olympiques de Paris 2024. Tu as confronté le mouvement des sportifs aux œuvres dans les lieux les plus prestigieux de la capitale autour de la thématique art et sport. Agnès Benaillé, directrice du développement des publics, des partenariats et de la communication de Paris Musée, revient sur ce projet XXL. Avec Mathieu, c'est l'histoire d'une rencontre, en fait, comme souvent dans les projets qu'on peut mener, artistiques. En fait, Mathieu avait sollicité le Petit Palais pour faire une série avec, Enzo Lefort, voilà, mais j'avais vu moi ses photos à cette occasion-là, parce qu'évidemment on lui avait facilité, le tournage, et sa venue. Et puis comme, la ville de Paris accueillait les jeux olympiques et paralympiques en 2024, j'ai proposé à Mathieu de faire une série en fait de photographies avec des grands, sportifs, français pour mettre à l'honneur en fait la thématique des jeux olympiques, et de l'olympiade culturelle qui était, art et sport. Voilà, parce que je trouvais son travail dans sa dimension, artistique disait, voilà, enfin, permettait en fait d'aborder aussi cette thématique dans tous, nos musées et puis, je on trouvait, tous les 2 que faire venir, voilà, des sportifs de haut niveau en fait, dans nos musées pouvait, complètement en fait aussi, traduire et donner, des images, assez, étonnantes dans les collections, en fait. Cette confrontation, en fait, entre, le mouvement finalement, du sportif et puis parfois, nos œuvres. L'idée est venue, vraiment, ensemble et ça a donné lieu, voilà, à une très, très belle, collaboration, puisqu'il a fallu faire tout ça en très peu de temps. Et Mathieu a relevé le défi et voilà, il nous a produit, toute une série en fait, d'images très belles depuis, l'équipe, de femmes des handballeuses au musée d'art moderne, avec, beaucoup d'images assez impressionnantes, de BMX au Palais Galliera, de, cette championne, de rugby, féminin qui est allée à Carnavalet. Voilà, donc c'était, vraiment, l'idée de départ d'illustrer et puis de cette thématique, art et sport, sachant que les musées de la ville, voilà, avaient aussi toute une programmation, culturelle, autour de cette thématique. Quel souvenir tu gardes de ce projet? Ah, j'en garde un super souvenir. C'est vrai que c'est un projet qui s'est fait, la 1re collaboration avec Enzo, elle est venue en 2022 ou 2023, je crois, quand j'ai commencé et puis, voilà, c'était la première fois que je collaborais vraiment avec un athlète où j'avais, le temps d'échanger avec lui, d'essayer de trouver une histoire à raconter, que ce soit sur la tenue, sur le choix des poses et cetera et on a réussi à en sortir une belle série avec un film, un making of, des photos et une fois qu'il a été posté, voilà, il a été très viral, ce qui a fait que Agnès m'a contacté 7 mois plus tard. Mmh. Moi, je continuais, en fait, cette série d'athlètes, mais je n'avais pas encore fait d'autres musées. C'était vraiment, voilà, l'escrime, ça tombait bien. En fait, je cherchais un lieu. Je me suis dit: «Bon, ben, j'ai une porte d'entrée au Petit Palais, pourquoi pas?» mais il y avait pas forcément de réflexion au départ d'allier de cette manière-là, l'art et le sport. C'était plus la danse et le sport au départ, à travers des lieux, plutôt qui allaient accueillir les Jeux olympiques, comme Roland-Garros, le Vélodrome, le golf et puis quand Agnès m'a recontacté plus tard, je me suis dit que, voilà, là, c'est super, là, c'est un super terrain de jeu et en plus avec les villes de la musée, les musées de la ville de Paris qui sont je crois qu'il y en a 14, j'avais un choix et j'ai vraiment le luxe de pouvoir, m'exprimer d'une manière très artistique et j'en garde un super souvenir. Et dès le départ, tu fais partie de la composition? C'est-à-dire que tu es intégré, dans la démarche avec Enzo, on te voit, danser comme ça c'est l'idée de vraiment dès le départ? Oui, parce que mon travail, avant que je commence à m'exprimer autour du sujet du sport, voilà, l'année prochaine, je vais fêter mes 10 ans de photographie, donc ça faisait déjà 7 ans que je m'exprimais solo sur mes photos. Donc je me capturais, dans les airs, je capturais mon mouvement partout dans le monde. J'ai vécu 10 ans aux États-Unis, donc je l'ai fait aux États-Unis, puis je suis revenu en France, puis je suis allé aux Émirats et cetera. Donc au tout début, mon travail se portait, voilà, sur mon corps.
puis, quand les Jeux de Paris 2024 les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 m'ont contacté, ça a commencé, j'étais solo à Roland-Garros, au Vélodrome, au golf national et c'est au Vélodrome que je rencontre un athlète, Florian Grembaud, qui est un cycliste, avec qui j'improvise une photo, mais on a 5 minutes Mmh. et je me dis: «Ah, c'est super cette rencontre». Je l'avais déjà fait un petit peu dans le passé à New York où j'avais invité 2-3 copains, mais pas dans un lieu forcément, olympique ou athlétique et c'est de là que m'est venue cette nouvelle idée de me dire: «OK, j'invite des athlètes dans mon univers». On réfléchit, donc mon travail, c'était toujours de me mettre aussi en scène, mais maintenant, c'est d'amener un nouveau sujet qui était le corps de l'athlète et puis après ça a évolué jusqu'à un moment donné où j'avais même plus besoin d'être dessus parce que je trouvais que l'histoire se racontait très bien, juste avec l'athlète. On a vu, tes images, un peu partout, dans le métro, à Paris-Plage. Qu'est-ce que ça te fait comme sensation de voir ton travail comme ça affiché, à la vue de tout le monde en très grand format? Ouais, ça fait très plaisir. C'est, quand je suis revenu, voilà, à Paris il y a 5 ans, au départ, moi, mon travail n'existait que sur les réseaux sociaux, en tout cas sur un MacBook, sur un écran et puis c'est vraiment le public français qui m'a demandé si j'exposais. Après que j'ai fait un petit buzz médiatique, je suis passé à Mmh. la télé et cetera et là, le public m'a demandé si on pouvait voir ces tirages en réel et donc je me suis dit: «Ben, j'allais tenter de le faire». Donc j'ai commencé à imprimer déjà des petits formats, chez moi et des moyens formats. J'ai fait un petit site en ligne et ensuite j'ai une première exposition de Bercy, Village qui m'a invité et là, ils ont fait des très grandes impressions. C'est la première fois. On est passé sur du 110 par 160, je crois Mmh. et c'est là que j'ai compris, en fait, la force d'une photo. Parce qu'avant, pour moi, c'était un véhicule de communication ou c'était un produit qui a pour but, d'être sur les réseaux ou voilà, de raconter une histoire très différente de celle d'aujourd'hui. Et quand j'ai commencé cette nouvelle aventure d'imprimer, d'exposer, ben, ça m'a amené, à vouloir le faire de plus en plus grand, dans des lieux de plus en plus incroyables et quand les musées de Paris sont venus me chercher, bah, c'était un peu une consécration parce que tout d'un coup, c'est, la crédibilité un peu institutionnelle qui m'invite dans leur lieu et dans la ville de Paris. Donc voilà, c'est toujours une surenchère, qui est qui est juste exceptionnelle. Oui, on peut dire que c'est un tournant dans ta carrière, artistique parce que comme tu le dis, auparavant, tes photos émergeaient sur les réseaux et notamment eu des clichés très, viraux, hein, comme, l'hommage que tu as rendu au film, Joker Oui, à exact. Chicago. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est produit ce déclic, comment ça s'est passé? À un moment, tu t'es dit: «Ouh là, ça commence à prendre là, je publie, ça a l'air de plaire». Tu étais à New York à ce moment-là? Oui, ouah, c'est une longue histoire, mais au départ, moi, mon rêve, ça a été d'être danseur. C'était de danser pour des grands artistes américains. C'est pour ça que je suis parti notamment aux États-Unis avec une bourse universitaire, et cetera. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu un travail à New York. J'étais directeur artistique d'un concept un peu foldingo. Et puis, je faisais quand même de la photo à côté parce que, en fait, j'utilisais les réseaux sociaux pour me faire connaître en tant qu'artiste et danseur pour idéalement être pris dans un clip, dans une pub et voilà, accroître un peu ma notoriété, en tant que danseur. Mais vu que les réseaux sociaux à l'époque, Instagram, c'était vraiment de la photo, il y avait pas encore TikTok et tout ça, ben, je travaillais avec des photographes qui me prenaient en photo et grâce à eux, j'ai découvert la photo. Je me suis intéressé de plus en plus à la prise de vue, le choix de la lumière, le choix de l'objectif, enfin tout ce genre de choses, mais ça s'est fait très graduellement. Ça a pris presque 4 ans avant que je commence à me considérer un petit peu photographe sans savoir faire la photo, on va dire. Puis après j'ai appris à le faire et donc c'est rentré dans une autre dimension. Et puis, sur les réseaux, voilà, je partageais de plus en plus et je réalisais que les photos dans lesquelles je sautais dans les airs faisaient plus de likes que celles où je faisais forcément, une vrille, où je me mettais sur une main tordue, des poses qui étaient pour moi beaucoup plus impressionnantes. La simplicité de l'envol résonnait plus. Et donc j'ai continué à jouer sur ce concept-là parce qu'en tant que danseur, voilà, ça fait partie du vocabulaire du mouvement, le saut et l'envol. Et donc je continuais à voler, et à me prendre en photo dans les airs. Et puis jusqu'au jour où il y a eu une première photo virale à l'époque, que j'ai fait à Chicago avec un copain. De là, j'ai rencontré un autre copain à moi qui s'appelle Eric Hercule, qui était un peu un pionnier de la lévitation à New York, qui était un peu connu dans le monde commercial aussi, qui faisait beaucoup ça. On est devenus un peu un duo et on s'entraidait tous les 2 pour faire des photos un peu, en lévitation. Et puis vraiment le tournant, alors après, c'est les réseaux sociaux, c'est un travail comme un autre. C'est plus on met d'énergie dedans, plus l'algorithme comprend qu'on est sérieux, plus il va essayer de nous pousser. Donc moi, pour vous dire, j'ai posté pendant 5 ans quasi tous les jours. Voilà, je me forçais à avoir un rythme. Ouais.
pour me dire, ben, si je veux percer, ben, il faut qu'on me voit. Donc, je poste, je poste, je poste, je poste. Alors qu'en parallèle, tu étais parvenu un petit peu à tes fins, puisque tu étais danseur avec de grandes stars, non? Bah, c'était au même moment, en fait. Ouais. Finalement, le fait de poster autant sur les réseaux sociaux m'a fait gagner une petite communauté. Voilà, j'étais monté à 20 ou 30 000, pas loin de 30 000. Et en fait, le Joker, par exemple, dont tu parlais avant, ça a été juste avant mes 30 ans. Je me rappelle, j'avais comme objectif d'avoir 30 000 followers. J'en avais peut-être que 27 à l'époque sur Instagram. Et le Joker venait de sortir. Et moi, c'est un personnage que j'adore. Et en tant que danseur, ben, je voulais aussi. Celui de Joaquin Phoenix, hein, Exactement. confondons Ouais, pas avec d'autres Jokers qui ouais, existent, il y en a plein. ouais, le dernier l'avant-dernier, avant le Joker 2. Mm. Et en plus, il était tourné alors à New York, tu sais, c'est dans La l'escalier. fameuse grande marche, là. Exactement. Et il y avait voilà cette trend où tout le monde était parti, c'était dans le Bronx, faire des photos dans l'escalier. Moi, je me suis dit, je vais aussi y aller. Je vais le faire de manière, j'espère, un peu plus professionnelle, parce que pour le moment, il y avait que des amateurs qui étaient partis. Et de manière assez respectueuse, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui profitaient de ce buzz pour y aller, faire du bruit, etc. Donc moi, je suis allé très tôt le matin avec une jolie lumière. Je ne sais pas faire trop de bruit pour pas déranger les voisins. Et cette vidéo a été ma première vidéo virale, parce qu'elle a été repostée par beaucoup de pages de photographie, de danse. Et je me rappelle, j'ai eu 4000 followers, donc je suis passé de 27 000 à 41 000, à 31 000, à 31 000. Et donc ça a été là aussi un déclenchement. C'est peut-être tout ce travail que j'ai pu faire toutes ces années tout d'un coup a commencé à prendre forme. Et ensuite, le vrai déclencheur, ça a été TikTok. Parce que TikTok, ça a été le comment passer la photographie mais en vidéo. Et il y avait cette nouvelle trend qui, tous les photographes faisaient des making-of de comment ils prenaient leurs photos, que ce soit avec un POV, que ce soit avec un iPhone. Et je me suis dit, ben, je vais faire comme tout le monde, je vais tenter. Et ma troisième vidéo a fait 15 millions de vues. Et donc là, tout d'un coup, il y a eu un vrai changement parce que donc il m'a fallu 5 ans pour avoir peut-être 31 000 followers sur Instagram. Et il m'a fallu 48 heures pour avoir 250 000 sur TikTok. Et donc là, je pense que ces 5 années de travail ont finalement payé sous forme d'un making-of. Allez savoir pourquoi. Et donc je me suis dit, ben, je vais continuer à faire des making-of. Et à chaque fois que je vais faire des prises de vue, maintenant je commençais aussi à me prendre tout seul en photo, parce que j'avais compris un peu plus comment utiliser un appareil. Et donc je faisais ces petits making-of que je postais sur TikTok, et ça faisait des millions et des millions et des millions de vues. J'ai ensuite transféré sur Instagram. J'ai quitté mon job en plus au même moment, pas loin du Covid. Et tout d'un coup, voilà, une nouvelle opportunité, une nouvelle vie s'est présentée. Ça a été le début de tout ça. Passionnant, passionnant. C'est presque un peu un jeu d'équilibriste, tu vois, Tout où, à où fait. finalement tu te dis, attends, est-ce que je suis en train de faire ça pour le making-of ou pour la photo? Enfin, bon, faut faire un peu attention, je pense, à pas glisser d'un côté ou de l'autre. C'est quoi, Mathieu, tes inspirations, tes influences? Ça vient d'où? Au départ, mes inspirations, elles viennent du cinéma et de la danse. Alors, il y a eu Michael Jackson et Usher qui étaient vraiment les premiers qui m'ont donné envie de danser quand je les ai vus à la télé à 16-17 ans. Il y a eu des groupes comme B2K aussi à l'époque. Enfin, tous ces chanteurs, artistes américains. Puis après, dans le cinéma, il y a du Darren Aronofsky, il y a eu du Spielberg, il y a eu Denis Villeneuve, voilà, qui sont venus un peu plus tard. Quand j'étais acteur, je faisais des castings à Los Angeles, à New York, j'essayais d'être dans des grands films et des séries comme ça. Et Je t'ai pas puis, vu dans Dune. non, j'aurais bien voulu, ouais, ça aurait été bien. Et puis, quand en fait j'ai commencé à m'intéresser à la photo, surtout quand je suis rentré à Paris et que j'ai commencé à exposer, moi je me sentais un peu l'imposteur parce que je ne connaissais pas grand-chose à la photo. Et je me disais, mais j'expose, on me donne cette opportunité et j'avais pas vraiment de référence. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la photo, mais aussi à l'art contemporain. Et ensuite, des gens, Yves Klein par exemple, que je connaissais le bleu d'Yves Klein, comme on peut voir presque derrière là. Ouais, bien vu. Mais je ne savais pas qui était Yves Klein, vraiment. Et puis après, j'ai découvert qu'en plus, il avait fait cette photo dans le vide. Donc je me suis dit, et c'était un ancien athlète, un judoka qui était devenu artiste. Donc j'ai rencontré en plus la fondation. Donc j'ai été très inspiré par cet artiste. J'ai découvert ensuite, il y avait Philippe Halsman, que je connaissais pas, mais je connaissais son travail. Donc tout d'un coup, je me suis dit, c'est peut-être lui le précurseur de tout ce style photographique dans lequel j'évolue un petit peu. Et puis après, il y en a eu plein. Il y a Martin Parr, bon, voilà, qui est parti récemment, mais pour sa couleur. Il y a eu Lindbergh pour son noir et blanc. Donc après, en fait, je me suis inspiré de plus en plus de différents artistes. Et après, j'ai d'autres références beaucoup plus, on va dire, 360, comme des Pharrell Williams, comme des Daniel Arsham, qui, je trouve, arrivent voilà, à faire du commercial, de l'artistique, sont directeurs de maisons de luxe, voilà, qui arrivent vraiment à promouvoir un message et une vision artistique au global. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup.
Et dans tes images, on voit aussi qu'il y a un goût pour, l'urbain, pour, l'architecture. On sent que c'est quelque chose qui a marqué un petit peu ton œuvre. C'est peut-être tes années à New York, en partie. Tu peux nous dire un peu comment tu choisis tes décors? Au départ, quand j'ai commencé, voilà, à faire ces collaborations avec les photographes pour, soyons honnêtes, pour alimenter mon Instagram, voilà, parce que c'était vraiment ça, à la base. Bah, on n'avait pas vraiment le choix parce que j'avais pas les moyens de louer un studio, j'avais pas le moyen de forcément payer un photographe, donc je devais toujours convaincre un photographe de collaborer avec moi. Puis il y a vraiment cette, aux États-Unis, il y a vraiment ce côté entraide, communauté qui est peut-être je plus présent qu'en Europe, je trouve, Mmh. et parce que tout le monde se dit: «On peut bénéficier de l'un de l'autre». Voilà, il y a un côté, tous les photographes ont besoin de modèles, tous les modèles ont Déjà besoin qu'on de pense photos. pas, compétition tout de suite, Non, en fait, tu la sens, mais je pense que quand tu commences, il y a beaucoup d'Américains qui s'entraident, et même aujourd'hui quand ils réussissent, ils ont quand même cette culture de: «Je te pousse parce que si tu montes, tu vas m'aider à monter avec toi». Donc c'est une entraide qui est un peu différente. Il y a bien sûr de la compétition, mais voilà, c'est une mentalité un petit peu différente qui moi m'a beaucoup plu. Et bah, après moi j'en ai contacté des centaines et des centaines. Des photographes plein me disaient: «Bah non, c'est, 200 €, 300 €, 1 000 € de l'heure». Ben, je pouvais pas, et ceux qui me disaient: «OK, viens, on fait ensemble». Ils se sont d'ailleurs devenus des très bons copains. Et quand on se retrouvait avec donc ces photographes, masculins, féminins à New York, bah, on disait: «Bah, on se retrouve downtown, on se retrouve à Brooklyn, on se retrouve ici». Souvent les photographes avaient déjà leur spot au départ, et ben, après tu recherches un beau fond. Donc New York est une ville quand même exceptionnelle et qui est un peu la mecque de la photographie de rue, on va dire. on est clairement dans la street photo, en Ouais, fait. tout à Tu fait. as baigné dans la culture de la street Exactement. photo. Tous Ouais. les tous les gens que je commençais à suivre sur Instagram ou que je contactais étaient des photographes de rue. Des Eric, des Il Concept, des, Lady Baguette, des, Jane Silva. Enfin, il y avait une grosse, grosse communauté, et qui sont tous copains. Donc c'est hyper intéressant. Je suis un peu rentré dans ce collectif, indirectement, et vu que je voyageais après avec mon travail à Chicago, à San Francisco, à Los Angeles, et ben, je continue d'utiliser Instagram pour contacter d'autres photographes de rue, et toujours allier, ben, voilà, leur univers avec le mien. Et donc la ville était un super terrain de jeu parce que tout d'un coup, on allait travailler sur une façade, très monochrome, tout d'un coup sur, quelque chose avec beaucoup plus de texture, des prises de vue, d'en dessous pour voir la géométrie des bâtiments, et c'est comme ça qu'en fait j'ai développé mon œil, et que j'ai appris la photographie. Qu'est-ce qu'elles racontent tes images? C'est quoi le message que tu veux, le message ou les émotions que tu veux essayer de faire passer avec? Voilà, c'est toujours très dur parce que c'est très subjectif, la photo, l'art. Moi, en 1 lieu, c'est que quand j'ai commencé, c'est parce que ça m'amusait. C'est qu'au départ, j'ai envie que quand on voit quand on regarde mes images, on sente quelque chose d'assez joyeux et d'assez heureux, parce que je Mmh. sens que je suis très aligné, je sens que je suis à un moment donné, pour moi, la photographie, alliée avec le mouvement, c'est la rencontre parfaite entre la prouesse technologique, de la rafale, de la prise de vue, mais en même temps de la performance athlétique. Donc c'est vraiment un moment très serein, c'est presque comme une méditation. C'est-à-dire quand je suis là et que je vais me prendre en photo, quand je vais prendre quelqu'un en photo maintenant, il y a cette communion, il y a cet échange qui est du moment très présent. Donc il y a déjà ça qui est très, et qui me rend heureux. Donc ça, j'espère qu'on ressent ça. Après, il y a toujours un effet assez waouh dans mes photos, et ça, c'est parce que je l'ai entendu le dire. Donc ça questionne, ça impressionne. On se dit: «Est-ce que c'est réel? C'est pas réel? Comment c'est fait? Est-ce qu'il y a du trucage?» Donc voilà, il y a toute une On va y question. venir. Ouais. Et puis après, j'aimerais bien aussi qu'il y ait un petit message quand même d'espoir, parce que c'est quand même quelque chose de très léger, d'assez beau. Ça raconte mon histoire. J'ai envie que ces images donnent aux gens un peu l'envie de voler, tu vois? Voler de leurs propres ailes. C'est peut-être ça le c'est très cliché ce que je vais dire, mais un grand message, ça pourrait être celui-ci. Mmh. Alors, tu as photographié de nombreux athlètes à l'occasion des Jeux olympiques, mais aussi paralympiques, à Paris 2024. La joueuse française de tennis fauteuil, Pauline Déroulède, garde un précieux souvenir du shooting avec toi, dans lequel le tango rejoint le tennis. Franchement, j'ai découvert un vrai artiste, au-delà d'être un mec hyper sympa, un vrai artiste, qui a à la fois, évidemment, les talents de photographe, mais aussi de danseur, de très à l'aise avec son corps. Et c'est vrai que moi, voilà, j'arrivais sur le shooting, en sachant ce qu'il faisait. Voilà, ensemble, on a recherché ce qui pourrait être beau et parlant, et en rapport aussi avec mon sport, le tennis fauteuil. Il a été vraiment force de proposition, voilà, à chercher aussi avec moi. Et c'est vrai que moi, j'ai passé un super moment. Je me suis vraiment prêtée au jeu et j'ai trouvé qu'il avait vraiment capté, ma discipline, le côté très chorégraphié, que le tennis fauteuil peut avoir aussi. C'est vraiment une danse. Il a réussi à restituer ça. Quand on voit le résultat, clairement, c'est magnifique, donc moi, je garde
très, très bons souvenirs, de ce moment avec, Mathieu, qui est un vrai artiste et voilà, qui a su, mettre en lumière, en beauté, mon sport, à la fois, au cadre, voilà, la photo, vidéo et à la fois aussi en termes de chorégraphie, de danse, de propositions qu'il a eues. Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé cette séance? Oui, ça s'est très bien passé. Pauline, ouais, je la connaissais de loin depuis longtemps, voilà, en évoluant dans le milieu du tennis et puis, quand j'ai commencé, ouais, cette série avec les athlètes, ben, je voulais vraiment faire une série qui parle du sport dans sa globalité. C'est vraiment les Jeux olympiques et paralympiques, voilà, donc le sport, ça parle de tout ça et il y avait aussi dans mon travail, j'aime toujours aller un peu plus loin et me challenger de plus en plus. Donc me dire: «Bon, comment je vais faire voler» parce que le thème, c'est de faire voler le sport. Comment je vais faire voler les athlètes paralympiques, sachant que certains, ben, il leur manque des membres ou ils ont un vrai handicap physique. Je me Ben, voilà, c'est quelque chose qui m'a donné envie. Alors avec Pauline, c'était assez intéressant parce c'est une femme qui a une histoire quand même assez incroyable et qui est très forte et Très qui engagé. est très engagée et surtout qui est très belle dans sa personnalité et qui est aussi, qui est restée très sensuelle. On pourrait se dire pour une femme qui perd une jambe sur un accident grave, bah, elle a envie de se recroqueviller, elle a plus envie forcément de se montrer. Elle, au contraire, voilà, elle a pas peur, elle est belle, elle se maquille, elle s'habille bien. En plus, elle était devenue au même moment égérie, Dior, donc moi je travaille aussi un peu avec le groupe LVMH et ce que j'ai trouvé très beau dans son sport, parce qu'en tennis fauteuil, c'est qu'il y a voilà, comme elle le dit elle-même, il y a une vraie chorégraphie, il y a une vraie maîtrise de cette chaise qui est compliquée et je pense que tout, chorégraphe, tout danseur utilise toujours des objets pour essayer de raconter une nouvelle histoire et je m'étais dit avec le tennis fauteuil, ben, il y a peut-être quelque chose à faire et quand je l'ai vu, quand on a un peu réfléchi ensemble, je me dis: «Qu'est-ce que je peux raconter comme histoire entre un homme et une femme? Quoi de plus beau qu'un tango ou une danse à 2?» Alors, avec ma compagne, c'est le ballet, donc j'allais pas faire le ballet avec Pauline, mais je me suis dit: «Un tango, ça peut être très beau» et la manière dont elle arrive elle-même à s'exprimer dans cette chaise et à tourner et à jeter et habillée d'une manière très élégante, bah, c'est ce qu'on a un peu essayé de faire. Donc il y a toujours une partie d'impro, il y a un concept global, on va dire, que j'ai et le jour J, là, on est dans un studio pour le coup, bah, on a tout improvisé sur place et moi je lui demande: «Ben, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu bouges? Tu es à l'aise avec quoi? Vis-à-vis de ta jambe, qu'est-ce que tu peux faire aussi?» Et voilà, j'ai essayé de l'amener en quelque chose d'aussi assez sensuel, et poétique à travers cette danse à 2. Voilà, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Quelle part d'improvisation il va y avoir de manière générale? Parce qu'on a l'impression que ça vient un peu de ta culture de la street photo, ça, peut-être cette faculté à savoir quoi faire, dans un décor qui se présente à toi, et cetera. Est-ce qu'il y a des briefs qui sont forcément, très pointus avec certains athlètes qui ont besoin d'être rassurés? Ou est-ce que tu sens dès le brief que ça va pas le faire, donc on n'y va pas? Non, bah, moi, il y a une grosse, grosse partie d'improvisation dans mon travail. C'est-à-dire les athlètes, parce que même ils sont très occupés, donc je ne veux pas leur prendre trop de temps. Je leur dis dès le départ, voilà, je contacte déjà des athlètes qui sont artistiquement intéressés ou qui connaissent déjà un peu mon travail. Aller vers quelqu'un qui est pas du tout dans les réseaux sociaux, qui est pas du tout dans la communication, qui est pas là-dedans, ben, déjà, je savais pas comment les contacter et puis voilà, je vais pas buter contre un mur. Donc déjà, je choisissais un petit peu en amont et puis après, c'est du bouche à oreille parce que quand tu as un copain, ils se connaissent tous, c'est une petite famille, la famille du sport et donc je parle d'un concept général et une fois que je les amène sur place, je leur explique qu'on va tout inventer le jour J parce que on va peut-être savoir en termes de tenue ce qu'on va faire. Donc le concept que j'ai avec les athlètes, c'était soit j'allais chez eux, je réinventais leur sport à travers une tenue et une danse, soit je les sortais de leur lieu habituel et là je devenais l'athlète avec eux, comme je l'ai fait avec Enzo, avec Sacha Zoya, avec tout ça et là on raconte une nouvelle histoire dans un lieu atypique. C'était ça en fait les 2 sujets que j'ai voulu traiter avec le sport, l'art et la danse et puis une fois que je suis là, ben, il faut que je découvre l'athlète, de quelle manière il bouge. Alors je sais très bien qu'il sait très bien faire son mouvement d'athlète, d'escrimeur, de tennisman, de rugby et après moi mon travail, c'est d'essayer de l'amener un peu plus loin. Donc comment j'arrive à le faire danser à partir de ça? Et puis après ça dépend aussi du temps que j'ai avec eux, le lieu, donc il y a plein de choses. Mais ça a été toujours voilà cette improvisation sur le moment même pour amener la pose et le travail, on va dire, chorégraphique le plus loin possible et une fois que ça je le trouve, ben, j'associe la photo avec et en fait je capture, je documente au fur et à mesure cette évolution à travers un film, le making of et des photos. Tu as des petites anecdotes à nous raconter là, parmi tes collabs un peu dingo? Tu as évoqué Enzo Lefort, Florent Malodou aussi. Ouais, bah, Florent, je suis assez fier de l'équipe parce qu'on n'était que 4. Enfin, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, quand je travaille, que beaucoup de gens me demandent: «Est-ce que je suis seul? Est-ce que j'ai une équipe?» Alors au début,
Si vous allez sur mon Instagram ou mes réseaux, vous descendez, vous verrez que je suis souvent seul. Parce que à un moment donné, j'avais un trépied, une caméra, retardataire, je cours, je me prends tout seul en photo et je fais de l'aller-retour à droite à gauche. Bonne galère. Et j'ai un iPhone avec un autre petit trépied qui filme la caméra et moi en train de voler. Et puis bon, maintenant que ça tourne, que ça marche un peu mieux, voilà, j'ai des assistants qui m'accompagnent. Et puis parfois, aujourd'hui, j'essaie de maximiser. Donc je fais de la prise de vue photo, vidéo, making of. Donc voilà, j'ai plusieurs personnes qui m'aident. Donc pour Florent, on revient à cette histoire, on était 4. Il y avait moi, il y avait Philippe qui m'accompagnait en photo, il y avait un garçon qui s'appelle Cédric Corroy avec Martin, son assistant, en vidéo. Et on a fait donc un film de 1 minute et demie, on a fait 10 photos artistiques, un making-of et du contenu iPhone, tout ça en 2 heures et demie. Donc c'est une vraie chorégraphie. Et moi, je me considère souvent, je me considère plus artiste, chef d'orchestre que photographe ou danseur parce que finalement, moi, c'est d'arriver dans un temps imparti à faire le plus de choses possible et à raconter cette œuvre de la manière la plus globale. Parce que la photo, ce n'est que un tiers de mon travail. Après, il y a tout le film qui va derrière, il y a le making-of et puis il y a la réalité augmentée. Enfin, on pourrait aller un peu plus loin, mais il y a beaucoup de choses qui définissent mon œuvre. Et donc avec Enzo, avec Florent, bah ouais, c'était faire tout ça en 2 heures et demie avant que les gens de la piscine d'Antibes viennent dedans. Et si vous regardez, petite anecdote, si vous regardez le film que j'ai fait, tout au fond à gauche, vous allez voir un petit nageur qui nage, parce qu'on n'a pas réussi à le... Même nous, on l'a pas vu, mais on voit des gens qui commencent à entrer dans la piscine. Renaud, je sais pas, Renaud Lavillenie, ça a été génial parce que bah, il a un système de saut dans son jardin. Donc en fait, il m'a dit viens chez moi et je sors et puis là, c'était un matelas que certains clubs en France n'ont même pas. Lui, c'est dans son jardin, donc c'était assez cool. On buvait un café, on faisait une prise, on buvait un autre café, sa femme venait avec ses enfants, c'est très cool. Mais il y en a plein. Quoi, j'ai peut-être une dernière à partager. J'en ai fait une aussi avec Tony Estanguet, qui était assez drôle. J'en avais déjà fait une première avec lui au Vélodrome, mais tout simple, on saute tous les deux. Et quand on est reparti, c'était au stade. J'ai oublié le nom. Excuse-moi, Tony, et l'équipe du kayak, mais voilà, le lieu officiel qui a accueilli le kayak et tout C'était à ça. Torcy, non? Non, c'était près de. C'était au nord de Paris, j'ai oublié le nom. Excusez-moi. Mais voilà, Tony, à la fin, m'a dit ok, on peut faire une photo tous les deux. Donc il est vite monté dans quelque chose et on a fait une sorte de danse où moi j'étais sur une plaque en métal et lui était dans l'eau juste devant moi. On a dû prendre une prise de vue d'en haut pour pouvoir nous mettre tous les deux dans la photo. Et là, ben, moi je tournais, lui il tournait. Et puis voilà, c'était assez beau. Ça a duré que 2-3 minutes parce qu'il avait tellement de choses à faire. Mais il est vite monté dedans, il a tourné, il a dansé avec moi. Et puis ça a créé de belles images assez uniques. On parle beaucoup du côté artistique, mais il y a le côté athlétique te concernant aussi. Donc, tu gardes un petit peu de tes années tennistiques, tu continues de t'entretenir, parce que là, sur scène aussi avec Victoria, tu performes. Mhm. Donc, ça, c'est un aspect auquel tu prêtes attention en même temps que la photo, Bien fatalement. sûr, ouais, c'est très important. Alors, je m'entraîne beaucoup moins qu'avant. Mais moi, quand je jouais au tennis à haut niveau, je m'entraînais 4 heures par jour. Donc, j'ai quand même joué de mes 18 ans à 22 ans, je faisais 4 à 5 heures de sport par jour. Donc, ça donne quand même une certaine base. Puis après, quand j'ai fait de la danse professionnellement et que j'étais à Los Angeles, à New York, ben, je m'entraînais, je sais pas, 1 à 2 heures par jour, peut-être. Après, c'est pas tout le temps de la danse, mais ça peut être de la danse, de la muscu, du yoga, des castings, des auditions, donc ça se regroupe. Et puis, quand j'ai commencé après à faire plus de direction artistique et de photo, que j'avais un travail à plein temps, oui, je maintenais 3, 4 séances d'entraînement par semaine. Et aujourd'hui, bon, je vis un peu sur mes acquis. Alors, juste avant un shoot, si j'ai un gros projet, je vais m'entraîner à nouveau 3, 4 fois par semaine. Sinon, je maintiens, oui, 2, 3 entraînements par semaine en ce moment. Voilà, c'est peut-être 3, 4 heures. Mais... Et puis après, quand je shoot, si je shoot 7 heures, ben pendant 7 heures, je saute, je bouge à droite à gauche. Et ça entretient aussi. Là, en vue du spectacle, on a beaucoup plus répété. Là, on a fait 3 semaines, on faisait 9h, 19h tous les jours. Alors, c'est différent. Quand on monte sur scène, il y a du travail physique, mais il y a chorégraphique, faut le refaire avec la lumière, donc c'est un autre type de travail. Mais oui, physiquement, je reste en forme et je m'entretiens le plus possible. J'aimerais retrouver un rythme beaucoup plus intense, parce que maintenant, j'ai des nouveaux objectifs physiques. Mais bon, maintenant, il y a tout un business aussi à développer et ça devient de plus en plus dur. Bon, on a compris que tu te laissais une assez grande place à l'improvisation, mais bon, on voit quand même que les choses sont quand même très structurées. Comment tu prépares finalement tes shoots? Bon, tu amènes tous les ingrédients qu'il faut, tu réunis, Mhm. t'alignes les planètes, comme on dit, mais c'est un travail, ça aussi. Oui, exactement. Il y a un gros travail, on va dire, de pré-production. Peut-être qu'au début, j'étais beaucoup plus libre. Parfois, je me battais juste avec ma caméra, voilà, mon sac, mais peut-être des fois même une tenue avec moi.
et je partais à l'improviste et je voyais une belle lumière, un beau lieu, bam, je faisais une photo. Voilà, vu qu'aujourd'hui, c'est mon métier, j'ai des équipes à gérer, je suis obligé d'avoir une réflexion un peu plus, on va dire, business. Donc, quand je prépare un shoot, alors ça dépend si c'est un shoot perso ou c'est une commande pour un client ou pour une marque. Donc, il y a toujours, voilà, choisir le lieu en amont, choisir la tenue, choisir l'équipe avec qui je vais travailler. Est-ce que je prends un assistant, 3 assistants, 5 assistants? Ouais, je suis un jour monté à 30 personnes pour un shoot, pour vous dire, vous voyez, mais bon, c'est une vraie boîte de production, on rentre dans un autre business model. Et puis, une fois qu'on a choisi le lieu, un peu la tenue, l'équipe, bah, après, on laisse place à l'improvisation. Il y a toujours aussi une pré-réflexion un petit peu du film. Aujourd'hui, je travaille beaucoup comme un film. Donc, j'imagine l'histoire de A à Z. Qu'est-ce que je vais vouloir raconter? C'est-à-dire, tu fais des storyboards aussi, des choses Non, comme je le fais ça? dans ma Tu vas pas tête. Non, je jusque-là? le fais dans ma tête. Non, non, ça suffit. Ou je prends Mmh. quelques inspi sur Pinterest, ou je peux voir une vidéo de quelqu'un sur les réseaux ou sur Internet. Je vais me dire, voilà, c'est ça ma base. Mais non, j'ai pas, je suis pas encore allé assez profond pour vraiment faire des storyboards ligne par ligne. Parce que voilà, c'est mon procédé artistique. Mais de plus en plus, maintenant, je commence en plus à être contacté en tant que réalisateur pour des pubs ou d'autres choses. On commence à me le demander. J'ai du mal, mais si je vais vouloir évoluer plus dans cet univers, je vais être obligé un petit peu à le faire. Mais donc ça viendra. Pour le moment, voilà, c'est vraiment un peu plus impro sur le jour J. Et je dis à tous mes clients ou à tous les gens avec qui je travaille, faites-moi confiance parce que le résultat sera là. C'est juste la manière dont je le fais, peut-être pas habituelle, mais c'est ma manière et voilà. Et puis ça marche comme ça. On va aborder la technique un petit peu plus en détail, notamment la prise de vue, Mhm. comment tu t'y prends. On se pose quand même des questions quand on te voit en lévitation comme ça. C'est le moment où tu retombes. Mhm. Comment ça se passe? T'es Jackie Chan? T'as déjà tout cassé ou Non, non, mais voilà, c'est ça qui est très important. Même, moi, je fais beaucoup de masterclass, je parle beaucoup à des enfants, à des jeunes et tout. Et je leur explique, le plus dur dans mon travail, c'est pas le saut, c'est la chute et la retombée. Parce que, mais parce que aujourd'hui, ça va faire 20 ans que je danse l'année prochaine. Ben, j'ai appris, en fait, avant de faire un salto et de pouvoir sauter et retomber sur ses pieds, ben, d'abord, on apprend à faire juste un saut, on tombe juste sur les pieds. Puis après, on va sur un matelas, on tombe juste sur le dos. Puis après, on tombe sur les mains. Donc, on apprend au fur et à mesure à comprendre notre corps. Et surtout, moi, voilà, j'ai évolué un petit peu avec les codes du breakdance, du hip-hop, de la gymnastique. Voilà, ça s'est fait au fil du temps. Et ce qui est assez exceptionnel chez tous les breakers, c'est que c'est pas comme les gymnastes, ils apprennent à faire des sauts et à se rattraper sur du béton. Et en fait, dès qu'on apprend ça, il y a rien de plus dur. Donc, il faut vraiment savoir amortir. Et c'est un peu la base de la danse de rue, surtout du break. Après, il y a le hip-hop, plein d'autres choses. Mais le break, c'est vraiment voilà, tous les breakers sont des athlètes extraordinaires qui le font bien mieux que moi. Mais moi, je me suis inspiré de ces gens-là et j'ai appris avec eux. Et donc, j'allais, voilà, jeune, dans les cinémas à Genève, m'entraîner avec les gars qui tournent sur du béton. Et après, bon, on fait aussi des salles de gymnastique et tout pour pas trop se blesser. Mais on apprend à bien se réceptionner. Voilà, donc, et au fur et à mesure, ben, quand on saute, d'abord, on fait un premier saut droit, puis on essaie de le pencher un peu plus, puis le salto, puis la pose plus verticale, horizontale. Mais c'est toujours, on contrôle la chute. Et quand on sait qu'on peut la contrôler à 20 cm, on la monte à 30 cm, à 40, à 50, jusqu'au maximum. Aujourd'hui, je suis arrivé au maximum où je peux amener mon mouvement à certaines pauses. Je pourrais m'entraîner pour aller encore plus loin, mais voilà, je commence à être un petit peu vieux dans le milieu de la danse et puis j'ai d'autres envies. Donc voilà, j'ai peut-être atteint mon plafond de hauteur. ça veut Mais dire que tu montes à combien là? j'ai aucune En idée. saut, J'ai je sais jamais, pas. je sais Le pas. mètre. Ah si quoi, attends, je l'ai fait avec des enfants récemment, je pense en détente verticale, comme ça. Ouais. Je crois que j'étais à 40 cm, tu vois, 30 ou 40, Ouais, c'est tout pas droit. mal. Et puis en fait, ce qui est fort, c'est quand tu sautes un peu à voilà, ce mouvement sur lequel on m'a un peu vu, quand tu sautes à l'horizontale, voilà, quand tu fais une planche un peu droite. Et puis, je le dis, hein, je l'ai pas inventé ce mouvement, hein. Il y a plein d'autres danseurs qui l'ont fait avant moi. Yves Klein l'a fait aussi dans le ciel, c'est vraiment juste un plongeon. Bah, là, tu montes très haut. Bah, je sais pas, je monte à la hauteur de ma poitrine. Donc, je sais pas, je suis à 1,50 m peut-être, tu vois. Et il suffit que tu rajoutes avec une prise de vue un peu d'en dessous, tu as l'impression que tu décolles à 3 mètres. Mais ne faites pas ça chez vous, vous l'aurez bien compris, il faut un peu d'entraînement. Voilà, ou commencer sur un matelas déjà. Ouais. Ok. Parlons technique et logistique. Tu travailles pas seul, on l'a compris, et parmi tes compagnons de route, Philippe Vujicic a la charge de réaliser des vidéos montrant les coulisses de tes prises de vue. Il lui arrive aussi de presser le déclencheur selon les situations, et il nous explique en quoi consiste son rôle sous ta direction artistique. Alors moi, j'ai un peu un rôle hybride avec Mathieu. On travaille sur beaucoup de projets, mais pas sur l'ensemble des projets, mais sur les projets sur lesquels je travaille. Je fais la vidéo, je fais les cadrages, on se met d'accord sur les cadrages.
On crée aussi une histoire un peu ensemble, mais même si c'est lui qui donne toujours l'impulsion et un peu l'idée, le concept général qu'il y a derrière. Et moi, en gros, je fais en sorte que sa vision se matérialise. Après aussi sur le terrain, par le cadrage, par les prises de vue, et aussi dans le montage et dans le son. Et à chaque fois, c'est un travail de ping-pong à toutes les étapes de la production. On fait justement ce ping-pong jusqu'à arriver au résultat final, jusqu'à la deadline où là, la vidéo sort. Et c'est comme ça, projet par projet. Il y a aussi ce travail de ping-pong un peu sur la photo, même s'il est beaucoup moindre, parce que la photo, c'est vraiment son domaine à lui. Il a besoin qu'on le prenne en photo. Et moi, depuis le temps, je fais la vidéo et pendant qu'on doit faire de la photo, c'est moi qui prends la caméra en général et c'est moi qui prends la photo. De temps en temps, on la met sur trépied puis on met un retardateur, mais c'est quand même beaucoup plus pratique maintenant qu'il peut avoir une équipe, que quelqu'un appuie sur le bouton. Et là, par contre, je lui envoie la photo et c'est lui qui s'occupe de tout le reste. Moi, c'est vraiment la partie vidéo. C'est tout ce qui est les vidéos que vous pouvez trouver accolées à presque chaque photo. Chaque photo, il y a en général une vidéo qui colle avec ça, qui étend son univers. Parce maintenant, on est aussi à l'époque des réseaux sociaux où l'image, c'est bien, mais les à côté, c'est mieux d'une certaine façon. Il faut montrer comment on fait les choses, la chose, mais aussi, justement, c'est ça que Mathieu veut donner, c'est qu'on montre comment la chose est faite d'une manière un peu plus artistique. Et c'est là où moi, je rentre en jeu pour justement explorer cette vision. Alors, le challenge, c'est qu'on a une photo, parfois qu'il y a du flash, parfois qu'il n'y en a pas, mais justement, il y a des codes spécifiques à la photo, mais il y a aussi des codes spécifiques à la vidéo. Et tout l'enjeu pour moi, c'est justement de balancer ça et de faire en sorte que la vidéo corresponde au mieux à la photo qui sera finale, sachant que je ne la vois pas au moment où elle est prise. Et il y a une grande part aussi d'improvisation sur le terrain, c'est qu'on a une idée un peu générale quand on arrive, on a un spot, on a une thématique en général. Mathieu, en général, il connaît les angles principaux qu'il veut prendre, mais aussi sur le terrain, c'est aussi un échange d'idées un peu avec tout le monde où qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, et en général, moi, je m'accole à ça et je me dis comment est-ce que je peux le retransmettre en vidéo, un peu plus en mouvement. Et Mathieu, après, donne son avis et il dit, tiens, ça, ok, c'est pas mal. Ce qui est bien avec Mathieu, c'est que Mathieu, c'est un peu un fonceur et quand il aime bien les gens, quand il leur fait confiance, eh ben, il les laisse faire aussi un petit peu. Donc, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui sait ce qu'il veut, mais qui laisse la place pas mal à la surprise et aussi un peu aux aléas. Parfois, il y a une météo qui n'est pas ce qu'on imaginait. Tout ça, ça crée aussi un enchaînement, un peu des histoires comme ça qui peuvent être un peu drôles. Tu arrives facilement à déléguer du coup sur le terrain et à, on va dire, synchroniser les énergies créatrices de tout le monde pour arriver à ce que tu as en tête? J'y arrive de mieux en mieux. Je pense sur la partie, quand on capture, l'histoire en photo, vidéo, j'y arrive plutôt bien. J'ai plus de mal à déléguer pour tout ce qui va être montage, retouche derrière, parce que je trouve que c'est un peu la dernière, sauce secrète. Mais oui, le fait de travailler avec Philippe, avec Salomé, avec Adeline, Hugo, voilà, tous les gens de mon équipe, ça force en fait à lâcher prise un petit peu et c'est comme ça qu'on monte aussi. Puis vu que voilà, pour le moment ça marche bien, donc je leur fais confiance de plus en plus, je leur donne de plus en plus de responsabilités et j'essaie aussi maintenant de pouvoir inviter d'autres personnes à joindre, ce projet artistique et à nous suivre, de plein de manières différentes et Philippe, c'est une belle histoire parce que ça fait presque 5 ans qu'on travaille ensemble. Au départ, je l'ai rencontré à cause ou grâce à un producteur veineux qui m'a un peu volé de l'argent sur un projet que j'avais fait à l'époque, pour une marque, et j'avais pas de structure, donc je suis passé par un producteur, mais ensuite il a fait faillite, donc j'ai jamais vu l'argent. Mais j'ai rencontré Philippe et donc j'ai gardé Philippe avait fait un making of à l'époque, on avait fait une petite vidéo YouTube, sur ce projet-là et derrière j'avais bien aimé son énergie. Je lui dis: «Ben écoute, moi j'ai toujours besoin, d'assistants pour m'aider sur plein de choses» et il est sympa quand il parle, mais Philippe, il a quand même une place importante parce que là, il dit qu'il fait que de la vidéo, mais il est aussi force de proposition sur la photo parce qu'il a un très bel œil photographique. Il a un travail qui est très différent du mien, qui est très street photo, où lui, là, on a fait un shooting à Dunkerque récemment. Et derrière, il est resté 3 jours à Dunkerque tout seul, aller faire des photos. Je ne me rappelle plus Gruyère, tu vois, ce grand photographe. Harry Gruyère, ouais, Harry bien Gruyère. sûr. Mais il est inspiré de ce type de photographe. Très Et grand donc, coloriste. voilà, et donc, il va repartir, lui, s'inspirer. Alors, je ne sais pas si c'était Harry exactement là, mais il a d'autres photographes.
et lui, il va aller faire son travail aussi à côté. Donc, il est aussi force de proposition maintenant sur mes shoots où moi, je sais exactement ce que je veux, mais il va le faire et puis d'un coup, il va me dire: «Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça?» Et parfois, ça donne aussi une vision qui est différente et quand je peux me le permettre, des fois, j'ai 2 photographes et parfois, je dis: «Bon, moi, j'ai mon photographe, on va dire, qui va faire ce que je veux. Toi, fais ce que tu veux et tu me donnes les images et après on s'arrange, comme ça dessus». Mais voilà, il m'aide énormément, il m'apporte beaucoup sur la direction artistique, sur plein de choses et il fait vraiment partie intégrante, de l'équipe avec qui j'évolue au quotidien. Puis ces vidéos, donc on a parlé de l'importance de ces making-of et notamment ton émergence sur TikTok, mais elles attestent aussi, c'est comme un label, elles prouvent que tes performances sont réalisées sans trucage. Ça, c'est important. Alors, sans trucage, ça ne veut pas dire sans retouche, puisque derrière, tu fais de la post-prod, tu édites tes photos. Mais ça, c'est quelque chose que tu te sens obligé de faire. Pas obligé, mais vu que ça a été un peu le déclencheur et c'est ce qui fait que j'ai pu, vraiment connecter avec, ma communauté et aujourd'hui quand je rencontre après les gens en vrai, parce que moi, il y a vraiment eu un une transition du monde digital au réel, parce qu'à un moment donné, j'ai été suivi par plus d'1 million de personnes, mais je connais pas 1 million de personnes, donc c'est toujours un peu frustrant que c'est que des chiffres et le fait d'exposer, de vendre des tirages, de rencontrer des gens, tout d'un coup, le travail prend sens et ce qui est génial quand on a de plus en plus de gens, c'est qu'on a de plus en plus d'opportunités de la rencontrer en vrai et puis maintenant, il peut m'arriver dans la rue, on m'arrête, on dit: «Ah, on adore votre travail, on vous a vu à la télé, on vous a vu ça» et c'est génial parce que surtout quand on est artiste, quand on fait un travail comme celui-ci, on le fait pour le partager avec le grand nombre. Certes, on le fait pour nous, parce que ça nous rend heureux, parce qu'on gagne de l'argent avec et tout, mais on le fait aussi pour que ça puisse inspirer, émerveiller, rendre les gens plus heureux. Voilà, c'est un vrai échange à nouveau, et de continuer à faire ça, en fait, ça ne peut que me permettre de continuer à promouvoir ce message dont je vous ai parlé un peu au début et de faire en sorte que de rencontrer plus en plus de gens et peut-être changer un peu leur vie et peut-être moi rencontrer de nouvelles personnes finalement et d'être inspiré d'une nouvelle manière. C'est pour ça que c'est très important que je continue toujours à le faire et parce que c'est aussi c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc il faut quand même rendre hommage à tous ces gens qui me permettent de vivre ce rêve aujourd'hui. Il y a eu cette photo virale avec ta compagne, Victoria d'Auberville, que tu as photographiée en Antarctique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire? Ah oui, alors l'Antarctique, c'est quelque chose d'assez incroyable. Dites-vous que le projet là, de Paris 2024, ça m'a pris à peu près 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai décidé de traiter le sujet du sport. Donc toutes les collaborations artistiques, personnelles, commerciales devaient passer par le sport, jusqu'aux Jeux. Une fois que les Jeux sont terminés, l'objectif, c'était, bon, quelle est la suite? Il y a eu ce questionnement de qu'est-ce que je vais faire ensuite? Il y a un nouveau volet que j'aimerais faire pour les Jeux de 2028. Je viens de faire un petit truc pour les gens de Milan, pour les Jeux de Milan, mais je ne veux pas être clôturé dans, je suis un photographe de sport. Parce que ça fait 7 ans que je fais d'autres photos avant, plutôt de danse, plus artistique que du sport. Et entre-temps, ben voilà, j'ai eu cette opportunité de la part d'un groupe, d'un groupe de croisière à partir faire un voyage. Ils me disaient: «Où est-ce que tu aimerais aller dans le monde?» Et je leur ai dit: «Ben, voilà, il y a un lieu qui vraiment on peut que l'atteindre à travers par bateau, par croisière, c'est l'Antarctique». Donc j'ai accepté le projet, sous certaines conditions, parce que je voulais, pouvoir déjà le documenter de la bonne manière, pas parler seulement de cette croisière ultra luxueuse, parce qu'il y a aussi, là, je sais qu'il y a beaucoup d'écolos qui me tapent sur les doigts et tout pour l'avoir fait, mais en même temps, moi, je voulais y aller pour aussi capturer cette beauté qui sera peut-être plus là un jour, la raconter et essayer d'amener, voilà, une prise de conscience, de responsabilité aussi un peu sur l'environnement. C'est pas un grand thème que je défends, mais j'essaye à ma manière de, voilà, de lui rendre hommage aussi un petit peu. Et quand j'allais partir sur ce voyage, bon, ben, dans le deal, c'est qu'il y avait une personne en plus avec moi. Et au départ, je devais y aller avec mon frère. Finalement, mon frère n'a pas pu y aller. Et puis Victor, en même temps, était en train de lancer son spectacle. On savait pas trop. Et finalement, elle est partie avec moi parce que c'est comme un voyage qui dure 20 jours. C'est un long voyage pour aller là-bas parce que c'est un vrai périple. Et donc, j'ai accepté. On est parti donc en Antarctique. Et puis, c'était un tout nouveau challenge parce que là, je venais de faire le sport. Maintenant, qu'est-ce que je vais traiter? Donc, moi, j'ai toujours eu. Je m'étais dit, après le sport, j'ai envie de repartir dans le voyage. J'ai envie d'aller redécouvrir les plus beaux lieux dans le monde, d'aller danser sur les plus belles scènes au monde et rencontrer voilà, de nouveaux visages, de nouvelles cultures, de nouvelles expériences. Victoria est venue avec moi sur ce projet. Et puis, en Antarctique, il faut savoir qu'il y a beaucoup de règles. C'est très strict. Déjà, c'est un pays qui est géré par un organisme mondial. On peut pas juste descendre sur la neige comme on veut, on doit toujours être très désinfecté. Il y a vraiment des procédures très strictes. Il faut faire très attention à la faune, à la flore, parce que voilà, et c'est très important de le faire. Donc c'est très bien cadré.
Et quand j'étais donc avec Victoria, on a rencontré le commandant de bord qui nous suit aussi sur les réseaux, qui nous a dit: «Ben, moi j'adore ce que vous faites et tout. Alors sur la glace, on pourra pas faire beaucoup de choses. On avait le luxe de pouvoir partir un peu en amont avant tous les autres et pouvoir faire des prises de vue un petit peu en amont. Mais voilà, on peut pas, par exemple, on peut pas s'allonger sur la neige en Antarctique. On n'a pas le droit. Voilà, c'est une règle, tu n'as pas le droit. Donc moi, par rapport à tous mes sauts, je me suis dit, il faut que je fasse très attention. Je l'ai fait une ou deux fois, mais j'ai mis par exemple une serviette au sol pour pas toucher directement la neige, pour pas peut-être contaminer l'Antarctique. Mais le commandant nous a dit, j'ai un lieu assez exceptionnel. On n'a pas vraiment le droit d'y aller, mais moi, je suis le commandant de ce navire, je fais ce que je veux un peu, de manière très drôle. Et il nous a amené voilà, sur le bulbe du bateau. On l'a fait déjà une première fois en Georgie du Sud pour un peu tester la chose. Et Victor et moi sommes montés dessus. Et Victor et moi, on travaille comme ça quand on voyage que à deux, quand j'ai pas la chance d'avoir mon équipe. Ben, on s'entraide, ça veut dire elle va prendre les photos pour moi je vais lui faire tous ses visuels aussi. Et donc, on avait fait une première prise de vue en Georgie du Sud. Et ensuite, on arrive en Antarctique. On arrive dans ce pays blanc assez exceptionnel. Et puis, pendant que les autres prennent une coupe de champagne pour dire on arrive en Antarctique, c'est super, le commandant nous dit on a 10 minutes, si vous voulez, on redescend là, on redescend dessus, mais il faut faire vite. Donc, ok, on y va. Donc, on vient avec une petite équipe. En plus, la croisière avait aussi des photographes vidéastes présents. Donc, ils nous ont gentiment accompagnés. Et là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on monte sur le Zodiac. Le second commandant prend le micro et dit au premier bon, il y a un petit peu trop de houle là, avance le bateau de 10 nœuds plus à gauche. Et là, le bateau tourne. Donc, c'est comme si on commandait en fait un navire de 200 personnes. C'était extraordinaire. Je suis monté en premier dessus. J'ai fait quelques tests. Mais il y avait un peu de houle, donc ça tanguait pas mal. J'ai vérifié. Et moi, je suis en doudoune, tout va bien. Et là, il fait combien là en température? Alors, il fait moins froid que ce qu'on pense parce que là-bas, c'est l'été et il fait que 3 degrés. C'est quand même froid, mais c'est pas. On a l'impression qu'il fait moins 30. Et alors que l'hiver, il fait moins 30. Mais on peut pas y aller en hiver en Antarctique. Et une fois que moi j'ai fait 2-3 prises de vue, Victoria, voilà, son concept, c'est d'amener la danse classique partout dans le monde. Et moi, je l'accompagne dans ce projet-là. Et c'est un peu devenu une nouvelle série que j'ai aussi développée de photos. C'est la ballerine un peu partout dans le monde. Et là, elle monte. Et là, elle est tétanisée tout d'un coup parce qu'elle voit tout le blanc autour d'elle. Alors, il n'y a aucun risque hein, parce que tout est géré en amont. Au moins de moment, on peut venir en 10 secondes, on la récupère. Il y a les gilets de sauvetage, tout est donc c'est vraiment très contrôlé. Oui, mais parce qu'elle est en tenue de danseuse aussi. Elle est en tenue de danseuse, mais voilà, elle est en tenue de danseuse, mais dans le pire des cas, on tombe dans de l'eau froide. C'est ça, il faut croire, c'est que elle va pas couler, elle va pas mourir, et en 10 secondes, on la rattrape. Elle l'a fait une première fois avec la veste. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Elle a donc la première fois en Georgie du Sud. Après, elle l'a enlevé, elle dit OK, je suis confortable. Et puis le bulbe est très gros. Le bulbe qui permet de pousser la glace. Attention, ce n'est pas un brise-glace. C'est juste quelque chose qui pousse la glace pour pas que la glace abîme le bateau. Et Victoria monte, et là, elle est tétanisée. Parce qu'elle a peur, elle n'arrive pas à monter sur ses pointes. Et donc, on attend. Et je lui dis, et moi, la vidéo est assez drôle parce qu'elle dure 3 minutes. Et pendant ce temps, je donne ma caméra, moi je filme à l'iPhone, je donne ma caméra au photographe derrière moi, je dis voilà tous mes réglages, voilà mon objectif, voilà ce que je veux, tu shootes. Tu shootes non-stop. Clac, 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 il fait plein de photos. Et puis au bout d'un moment, Victor se sent mieux, elle monte sur pointe, et là, ça dure 20 secondes. Et en fait, moi, on vit ce moment que je capture à l'iPhone, on voit cette vidéo, et au même moment, Thibaut, le photographe qui est derrière moi, prend les photos. Et là, 10 minutes après, oh, vite, on doit y aller, on monte sur le bateau et on part dans un autre lieu. Et vu que moi, j'étais en contrat avec donc la compagnie, je ne pouvais pas tout de suite, je devais passer par des procédés, etc. Mais Victoria, non. Donc Victoria poste. Et là, comment vous dire qu'en 1 heure, on fait 1 million de vues. Et en 5 heures, on fait 10 millions de vues. Donc c'est une viralité, mais que je n'avais jamais vécu auparavant. Moi, j'en ai fait des vidéos virales, mais pas de cette force-là. Et ça a été, voilà... l'année a commencé comme ça. C'était assez génial et ça a donné envie de continuer à faire de belles histoires comme ça. Quand tu es comme ça sur un terrain aussi hostile soit-il, qu'est-ce que tu as comme matos? Tu parlais là de cet appareil que tu donnes avec tes réglages au photographe qui est derrière toi. Tu as des optiques favorites, des boîtiers que tu affectionnes aussi particulièrement? Oui, alors moi je suis ambassadeur Sony. Aujourd'hui, en plus, quand j'ai commencé, au tout début, quand j'ai commencé la photo, mon père m'avait acheté un Canon. Je peux plus vous dire le numéro, je m'en rappelle plus. Et en fait, moi, au début de la photo, j'avais peur, je comprenais pas l'ISO, le shutter speed, ça me faisait peur. Donc en fait, moi, je mettais ma caméra, j'appuie sur Rec. On peut vous dire que c'était jamais bien. Et en fait, à New York, tous mes copains, c'était des ambassadeurs Sony. Donc j'ai redécouvert la photo à travers les boîtiers Sony. Donc tout d'un coup, je me suis un petit peu habitué et j'ai compris le triangle d'or de la photographie. Et puis, je suis devenu ambassadeur il y a 3 ans. Et moi, je shoot principalement que au A1
parce qu'il y a cette versatilité de pouvoir autant faire de la photo et de la vidéo. Et moi, ça va très vite parce que c'est photo, vidéo, j'enchaîne très vite. Et en termes d'objectifs, ben, pareil, vu que j'ai commencé à New York d'en dessous, c'était le 16-35. J'ai commencé qu'au 16-35, puis après au 24. Et après, j'étais beaucoup 16-35 et 50. Après, j'ai acheté le 24-70, c'était plutôt pas mal. Et de plus en plus maintenant, moi, j'ai aussi un 70-200 qui me permet d'aller chercher de nouveaux axes. Mais voilà, maintenant, c'est souvent pour faire d'autres sujets. Parce que moi, quand je suis tout seul, mettre un 200, appuyer, courir juste de l'autre côté pour avoir la photo au 200, c'est un peu complexe. Mais voilà, c'est plutôt les objectifs principaux que j'utilise avec le 1. Tu évoquais tout à l'heure ta petite secret sauce au niveau de la retouche et de la post-prod. Du coup, sans nous la dévoiler, hein, évidemment, comment tu gères ça, la post-prod? Post-prod, alors il y a aussi un autre truc avant. La secret sauce, souvent, moi, pour mes photos vidéo, c'est que en plus, donc, quand j'ai ma caméra, je mets l'iPhone dessus. J'ai un petit truc qui tient l'iPhone et donc je filme tout le temps l'iPhone ce que je filme. Après, il peut m'arriver d'avoir une autre caméra à côté qui va filmer l'ensemble. Mais c'est ce qui fait que on va dire, ces images photos vidéo que je colle, c'est parce que en fait, j'ai vraiment la vidéo qui filme pendant que je fais la photo. Après, quand je suis en retouche, moi, je travaille sur Lightroom principalement. Et bon, j'importe, j'essaie de retoucher pas trop, mais à un moment donné, j'aimais beaucoup la saturation. J'avais quelque chose d'aller assez saturé, assez féerique, un petit peu magique pour représenter un peu ce visuel. Et puis de plus en plus, je vais vers quelque chose d'un peu plus, un peu moins saturé, un peu plus sobre, un peu plus simple. Parce qu'en fait, dès le moment où aussi j'ai commencé à imprimer mes photos et les exposer et les mettre sur des murs, c'est pas la même chose. Quand on le voit sur un téléphone, sur un ordi, il faut que C'est tout de sûr, suite, ouais. il faut que tout de suite on attrape l'œil. Donc j'avais un travail qui était beaucoup plus pop. Aujourd'hui, j'essaie de trouver une retouche, voilà, qui fit mieux dans la vie de tous les jours, qui est peut-être un peu plus intemporelle, voilà. Donc c'est aussi l'évolution, je pense, naturelle du travail. Et après, je suis pas un menteur parce que ce que je dis, c'est il y a pas de il y a pas mon travail n'est dire il n'est pas photoshopé aujourd'hui, ce serait mentir à 100%. Il y a pas de trucage dans le mouvement, mais il peut m'arriver ben oui, je gomme des effets un peu à droite à gauche et même parfois, il peut m'arriver de légèrement décaler un petit peu le corps parce que, voilà, moi, je ne crée pas une photo, je crée une œuvre. Enfin, c'est vraiment je le vois comme ça. Je sais qu'il y a des photographes qui, pour eux, c'est si tu le captures pas dans la caméra, c'est pas une photo. Mais très bien, moi, j'approche la photographie plus comme un tableau, comme une peinture. Je commence sur un plan vide. D'abord, j'ai le lieu. Souvent, moi, mes photos, c'est que je capture le lieu vide. Puis ensuite, je rajoute le corps. J'essaie de tout avoir, mais parfois, ouais, je suis tellement maniaque qu'il peut m'arriver que l'habit est pas très beau, donc je vais légèrement le modifier. Ou j'ai fait la photo avec Florent Manodou, par exemple, ou qui est parfaitement droite. J'aurais pu l'avoir, c'est sûr, si j'avais le temps. Sauf qu'il fallait que je fasse beaucoup en très peu de temps. Donc, je les ai fait en composite. Et je l'ai en réel, mais elle est un peu décalée. Donc, après, j'ai juste photoshopé, je me suis remis droit. Mais en vidéo, par exemple, à l'iPhone, je l'ai exactement en plein milieu. Vous voyez, donc y a pas la photo à Roland Garros, pareil, où je vole au-dessus du terrain. Bah oui, il n'y a aucune marque sur le terrain. Bah oui, j'ai cliné toutes les marques dessus pour vraiment donner ce côté un peu magique et irréel. Et voilà, j'ai pas peur de le dire, parce que moi, j'essaie d'amener mon travail. Parfois, c'est 100% réel. Mais retoucher un petit peu, je trouve qu'il y a pas de honte à le dire aussi. Donc le débat existe énormément dans le photojournalisme, où là, on rapporte des faits, etc. Ça Exactement. peut poser souci. Dans ta démarche plus artistique, on comprend et que ce soit assumé. Ouais, exact. Alors, on a évoqué la partie artistique de ton travail, mais tu endosses aussi une casquette de chef d'entreprise, puisque tu es entouré d'une véritable équipe. Salomé Cocotier travaille à tes côtés depuis un peu plus de 4 ans. Elle revient sur votre belle rencontre et nous raconte la manière dont tu fonctionnes au quotidien. On s'est rencontrés en septembre 2021. Je venais de finir mes études d'école de commerce et on s'est rencontrés dans la rue pendant que je me baladais avec mon papa. On a vu quelqu'un au loin qui sautait sous le pont de Bir Hakeim avec une jeune fille en tutu et un danseur classique et on s'est demandé ce que c'était. Mon père m'a poussé à aller demander justement ce qui se passait et on a fait la rencontre de Mathieu comme ça, où je lui ai raconté un petit peu mon histoire et mon parcours parce que je sortais d'une maladie et ça l'a touché, donc je lui ai raconté un petit peu ce qui s'était passé. Et en fait, je sortais d'une hospitalisation de 9 mois. Donc, on a gardé contact, on a échangé nos numéros, nos Instagram, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, mon père devait faire un événement avec lui 1 an avant et que c'est tombé pendant le Covid et que ça a été annulé. Quelques semaines plus tard, j'étais en train de commencer à chercher du travail
en freelance et j'ai vu que Mathieu avait posté une annonce pour être son assistante sur un projet. Donc j'ai postulé et en fait, il m'a reconnue. Et ça a été le début de voilà notre histoire commune, on va dire, depuis 4 ans, parce qu'on a fait 1 heure et demie d'appel et en fait, au lieu d'être un entretien d'embauche classique, il m'a simplement demandé ce que j'aimais et ce que je voulais faire plus tard. Et en fait, il m'a tout de suite dit, bah ça tombe bien, j'ai un projet dans 2 semaines. Si ça t'intéresse, en gros, tu fais toute la logistique. C'était pour une grande marque de luxe et donc moi qui lui avais dit que j'aimais la mode, la photo et la vidéo, c'était exactement ce dont je rêvais. Il m'a fait confiance et depuis, bah, il a pas cessé de me faire confiance puisqu'il m'a gardée dans notre petite équipe. Notre petite équipe, donc au début, on était 2 avec des photographes en plus à côté. On est 3 désormais. On a des bureaux dans Paris et en fait, bah, on va au bureau un petit peu comme toutes les entreprises parce que Mathieu, c'est un artiste, mais c'est un artiste organisé qui aime que voilà tout soit fait de manière assez carrée. Donc je vais au bureau 3 fois par semaine et on s'y retrouve afin de faire des brainstorming, des échanges sur que ce soit les négociations en cours, les projets, les créations ou les montages ou les photos. On fait aussi beaucoup de brainstorming pour l'avenir parce que Mathieu, il aime beaucoup organiser le futur bien en amont. On en a besoin aussi parce qu'au niveau des expositions, du travail et de tout ce qu'on doit organiser, bah, on fait tout 1 an ou 1 an et demi à l'avance. Et souvent aussi, on aime beaucoup échanger avec l'équipe sur ses rêves à lui, en fait, pour aller au plus près. On fait des listes, en fait, de ses rêves et comment les atteindre. Et en 4 ans, c'est vrai qu'il en a réalisé plusieurs. Il a grandi aussi bien en tant que personne qu'en tant que créateur, qu'artiste, que communauté. C'est plus organisé que ce que j'aurais imaginé, que de travailler avec un artiste. Je pensais que c'était un peu brouillon et voilà que j'allais courir après quelqu'un tout le temps. Et en fait, c'est pas le cas et c'est très agréable parce que Mathieu est aussi une personne extrêmement agréable avec qui travailler. Il est humain, il est dans l'apprentissage perpétuel et dans le partage. Il écoute les idées de tout le monde et c'est vraiment très agréable de travailler comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend beaucoup aussi, je trouve, parce qu'il apprend aussi avec nous parfois et il veut qu'on connaisse tous les aspects en fait de son travail avec lui. Donc depuis 4 ans, j'ai été formée sur la photo, la vidéo, le montage, un petit peu de retouche, la négociation, enfin voilà. Et je pense que c'est la meilleure des écoles que j'aurais pu trouver à mon âge et en sortie d'école en fait. Donc je suis très heureuse d'avoir fait ce parcours avec lui jusqu'à maintenant. C'est incroyable cette rencontre. Ouais, elle est folle, la rencontre, elle est mais moi, je crois énormément aux rencontres comme ça. Même quand je suis parti vivre à New York, c'est parce que j'ai rencontré un monsieur, un ami de mon père qui me pendant que je joue au ping-pong. Il dit: «Ah, tu joues au ping-pong, t'aimes bien ça? OK, ah bah, j'ai racheté un concept de boîte de nuit où je joue au ping-pong avec Suzanne Sarandon, tu voudrais pas venir travailler pour moi?» Bah, enfin, qu'est-ce que je vais faire avec toi, du ping-pong à New York? Moi, je vais être danseur à Paris. Mais j'ai bien aimé le personnage, je suis allé faire 3 mois d'essai. 3 mois d'essai sont transformés en 6 ans de travail. Donc et je trouve que voilà, la vie nous propose toujours des rencontres et en fait, on a le choix de dire oui, enfin des rencontres ou des opportunités, on a le choix de dire oui ou non et moi, j'ai souvent dit oui. Tant que ça allait un peu dans mon sens, mais j'ai jamais eu peur du changement, j'ai jamais eu peur de l'après et c'est quelque chose qui m'anime énormément. Donc dès que je rencontre des gens que j'aime bien, si je peux donner une opportunité, je la donne. Si ça se passe bien, moi, je continue et ça, c'est sûrement les États-Unis qui m'ont inculqué ça aussi. Hmm. Donc la vie d'un artiste, ça peut être carré. Bah, carré, oui, parce que je pense carré, je pense que je suis pas le plus carré de tous les artistes, mais je pense qu'il faut arrêter, de se dire qu'un artiste, voilà, c'est quelqu'un qui parle aux fleurs, hein. Aujourd'hui, c'est un métier comme un autre, hein, On en a comme, rencontré, hein. ouais, non, mais ça mais je trouve mais et bien sûr qu'il y en a, il faut qu'il y en ait. Mmh. Mais je pense que ma génération et la nouvelle, en fait, aujourd'hui, tout artiste, quand je dis artiste, ça peut être chef, ça peut être chanteur, ça peut être danseur, ça peut être photographe, réalisateur. Les réseaux sociaux ont quand même changé énormément la donne. Aujourd'hui, il faut déjà être bon, mais il faut aussi un peu savoir se marketer, il faut aussi savoir un petit peu gérer son argent. Et je trouve le plus complet on est, le plus de chances on a de réussir, en tout cas de trouver sa place. Et encore une fois, c'est sûrement une mentalité très américaine, parce que oui, j'ai passé 10 ans là-bas, et on cultive ça là-bas. Et moi, depuis mes 18 ans, on me dit tout est possible, il faut juste que tu travailles plus que les autres, il faut que tu t'intéresses à beaucoup de choses, et puis
l'erreur n'existe pas. C'est-à-dire si tu te rates, ça ne peut que être quelque chose qui va te permettre d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc moi, j'en ai fait en fait une force. Je voulais être joueur de tennis, ben, j'ai choisi de pas le faire. Puis après, j'ai voulu être chanteur, mais j'ai trouvé que c'était pas vraiment ma chose. Je voulais être pianiste. Je fais des études de pianiste. J'ai un bachelor en design de costumes, de théâtre et de scénographie. Puis après, j'ai voulu être danseur. Puis et en fait, finalement, aujourd'hui, je suis un mélange de tout ça. Et je pense que c'est ça qui est beau dans la vie, c'est d'accumuler brique par brique ce qu'on apprend pour essayer de construire la plus grande maison possible. Et Salomé, dans son témoignage, parle aussi de ta volonté d'anticiper le plus possible l'avenir. Bon, bah, c'est la vie d'un chef d'entreprise aussi. Mhm. On a entendu au départ Hugo Latrape, ton ami et avocat, qui évoquait aussi les doutes qui t'animent parfois, parce que ça aussi, ça Normal, fait ouais. partie de ta vie d'artiste. Donc, quelles sont tes craintes, toi, en tant qu'artiste, en tant que chef d'entreprise? Je pense que les craintes, c'est qu'on a toujours peur qu'à un moment donné, ça s'arrête, parce qu'on se dit, bon, ben, aujourd'hui, on a de la chance, hein, je fais quelque chose qui me passionne, j'ai travaillé dur pour y arriver, mais est-ce que peut-être qu'un jour, on sera plus à la mode, peut-être qu'à un moment donné, les vidéos marcheront plus sur les réseaux, peut-être que le style sera un peu dépassé, peut-être qu'il y aura un nouveau qui arrive, donc il y a toujours pas mal de craintes, et puis surtout, c'est voilà, cette évolution constante. J'ai eu le sport, maintenant que le sport va continuer, mais je veux pas être bloqué que dans le sport. Est-ce que je vais réussir à travailler avec les Jeux de LA 2028 et à le faire mieux que ceux de Paris 2024? Parce que si c'est pour faire quelque chose, faire moins bien, ça en vaut pas la peine. Moi, je pense qu'il faut toujours évoluer comme ça. Il y a aussi un peu une petite crainte du corps. Ça fait 20 ans que je danse, j'ai 36 ans. Jusqu'à quel âge je vais pouvoir pousser mon corps? Je pense que j'en ai encore pour 5 à 8 ans. Puis même, voilà, à 50 ans, je me vois plus faire des saltos, tourner sur la tête, pareil. Donc, et c'est ça qui est aussi beau dans le travail artistique, c'est de se dire, ben, certaines images, après, resteront figées dans ce temps et je pourrai plus jamais les faire. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, c'est des doutes, mais c'est des doutes quand même contrôlés. Et puis après, ben, on est tous un peu anxieux, égoïstes naturellement et on veut plus. Donc, des fois, il y a nos petits démons qui nous parlent. Ah, on veut plus d'argent, on veut plus de ci, on veut plus de ça. Il faut réussir à un petit peu calmer ces démons-là pour, en fait, rester dans la création. Je pense que si on reste dans la création, c'est là qu'on trouve son juste milieu et peut-être qu'on trouve le bonheur. Alors, parmi les projets à venir, il y a cette exposition et un nouveau livre, c'est ça? Exactement. Voilà, ce qui était aussi intéressant ces dernières années, c'est que, surtout d'après la transition, on va dire, du digital au réel, au début, c'était mon cœur de métier était principalement à travers les pubs, à travers les réseaux sociaux, et c'est un délai de temps qui est très court. Si on vous appelle, 2 semaines après, il faut tourner, il faut shooter, il faut poster sur les réseaux. Donc c'est une économie et un style de vie différent. Puis quand après je commence à exposer, bon ben c'est pas pareil, il faut faire les tirages, il faut les mettre en place, il faut trouver le lieu. Ouais, avec mon équipe, on avait fait une première exposition en 2023 à l'espace Comines où beaucoup d'argent que j'avais gagné, je l'ai réinvesti pour présenter mon travail au grand public et un peu faire un nouveau test laboratoire pour voir si le public pouvait être là et voulait peut-être m'acheter des tirages, etc. Et puis ça a plutôt bien marché. Et puis à partir de, c'est notamment grâce à ça que j'ai eu le musée de la photo de Nice. Et j'ai découvert que oui, la temporalité institutionnelle des musées, des expos, c'est entre 6 mois à 2 ans. Donc c'est un autre fonctionnement. C'est comme avec le spectacle de Victoria en ce moment. Victoria, ça fait 1 an et demi qu'elle travaille dessus et on l'a présenté 1 an et demi après. Et donc je continue toujours à vivre dans ce milieu très rapide des réseaux, des pubs, de la production où on est toujours à la bourre. Mais en même temps, je vis aussi dans un autre monde qui est à penser un peu plus long terme. Et ce travail, je le fais vraiment depuis 3 ans maintenant. Le musée de la photo va m'en contacter enfin, on a échangé en 2024, 2023, fin de 2024, pour dire on peut te proposer quelque chose en 2026. Et ben, je me dis, bon, c'est super parce que c'est un très bel événement. Euh, et qu'est-ce que j'ai envie de raconter à ce moment-là? Donc, je suis un peu fouillé et c'est vrai que ma première photo sur Instagram, pas ma photo, mais en collaboration avec un photographe, c'est en 2016, où j'ai vraiment commencé à changer mon Instagram. Donc, je me dis, ah, bah tiens, ça fera 10 ans, c'est un beau moment. Et pourquoi pas aussi faire un livre? Parce que le livre du sport que j'ai fait, voilà, qu'on a auto-édité, qui s'est très bien vendu, ça a été un peu par opportunisme. C'est de se dire: «Ben, j'ai fait ce beau travail pendant 3 ans, mais qu'est-ce que je fais de toutes ces photos à part faire des pubs, à droite à gauche pour les musées et cetera?» C'était beau de pouvoir le concrétiser. En fait, voilà, il y a toujours aujourd'hui une envie de concrétiser un projet. Donc ce premier livre, ça a été le sport, mais avant le sport, comme je vous le dis, ça fait 7 ans que j'ai d'autres photos. Donc là, l'année prochaine, je me suis dit: «Quoi de mieux que pour ce musée?» qui sera mon premier musée français. Pas mon premier musée, j'avais déjà fait Ankara, d'autres musées un peu dans le monde, mais présenter un nouvel ouvrage aussi, concrétiser un deuxième volet qui restera peut-être dans le temps et voilà, ce sera un livre sur mes 10 ans de carrière.
Et là, pour les projets à court terme, il y a ce spectacle donc, de ta compagne Victoria, classique. Mhm. Tu as signé l'affiche du spectacle qui est assez impressionnante aussi, qui a un petit hommage à Jean-Claude Van Damme. Tu peux nous la décrire et nous raconter un peu comment elle s'est Ouais, faite. On peut ouais. voir une vidéo aussi, un peu voir les coulisses. Tout à fait, pareil. ouais, ben, elle l'a mis sur les réseaux, absolument. C'est vraiment le concept de Victoria. Vraiment, ça, c'est un truc. C'est une grande fan de Jean-Claude Van Damme parce qu'elle adore. Comme nous tous. Ouais, Ah. comme. Une Mais fois que tu as vu JCVD, tu ouais, ouais. peux que l'aimer. Et elle avait en tête cette affiche. Je disais, quand je fais mon premier spectacle, je veux faire un hommage à Jean-Claude Van Damme, je veux faire ce grand écart. Donc moi, je dis, ben, très bien, je t'accompagne. Je l'ai un peu aidé sur la production, mais elle a vraiment fait beaucoup du travail. Moi, j'étais vraiment là pour capturer ce moment. Il y a eu beaucoup de retouches sur cette photo, faut être honnête, parce que au départ, elle l'a fait, donc elle l'a testé, elle tenait très bien. Donc on a fait des photos où elle tient sans rien. Et après, elle voulait aussi faire une vidéo comme Jean-Claude Van Damme. Mais elle pensait que Jean-Claude Van Damme l'avait fait pour de vrai. Et en fait, Jean-Claude Van Damme, il l'a pas fait pour de vrai. C'est qu'il est attaché par des câbles et tout. Non, non, non. Non, je sais, malheureusement, c'est ça. Ça, c'est lui qui vous l'a Arrête dit de ou parler, c'est- je suis pas d'accord. Non, on a vu, dessus non, il y a un making-of Yeah. qui existe. Ah, ok. Ouais, il y a un Ouais, making-of qui ok, existe. ok. Et en plus, elle est fait en reverse, la vidéo. C'est-à-dire que lui, Ouais. au départ, voilà, il va dans l'autre sens. Et elle essaie de le faire pour de vrai. Et elle a failli tomber, et puis ça bouge un petit peu. Donc finalement, elle a mis des mecs tout verts qui l'ont un peu Oui, tenu. c'est pas un fond vert, c'est des petits Ouais, hommes des verts. petits hommes verts. Et après, on l'a aussi fait avec une barre. Donc, on a fait plusieurs prises, mais finalement, on était un peu serré avec le temps aussi. Le fond est pas le plus beau, donc on a aussi fait un peu de retouche. Mais voilà, ouais, au départ, c'est vraiment une superbe idée d'elle. Et ça représente tout à fait sa personnalité. Voilà, elle est pas classique. Elle, c'est une ballerine qui a évolué dans le milieu classique, dans les grands opéras du monde, et qui ensuite est revenue un petit peu à décider de changer de voie, trouver sa propre liberté, s'exprimer un peu comme moi à travers les réseaux sociaux, devenir indépendante, travailler avec des marques, raconter son histoire. Et voilà, elle, comme moi, j'ai mon premier livre sur le sport. Elle, son premier projet qu'elle concrétise vraiment, c'est ce spectacle dans lequel je fais partie. Alors, je ne sais pas si je vais la suivre pendant 2 ans de tournée, parce que ça prend quand même beaucoup de temps un spectacle. Mais là, je me suis engagé sur toutes celles de Paris. Et si je peux, parce que c'est un vrai plaisir de monter sur scène, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et que j'espère peut-être un jour pouvoir faire de manière plus longue. Donc, on verra si c'est peut-être un spectacle un jour aussi, pourquoi pas. Merci Mathieu. Merci.